Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Afrique-Orient. C'est un véritable coup de massue pour les Palestiniens, Washington ayant annoncé cette semaine qu'elle ne considérait plus comme illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Et même si l'ONU et l'Union européenne affirment que leurs positions diplomatiques resteront inchangées, l'inquiétude grandit sur l'éloignement d'une solution durable pour ce conflit au Proche-Orient. Certains parlent d'une rupture brutale avec l'administration précédente sur le conflit au Proche-Orient. L'Amérique choque, encore avec une nouvelle décision défiant le droit international et malgré les condamnations du monde, le mal est fait. Après donc la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de sa souveraineté sur le Golan syrien, Donald Trump rend désormais légales les colonies israéliennes, brisant un consensus international sur la question. L'administration du président américain dit avoir réexaminé tous les arguments de ce débat juridique et en avoir conclu que l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie ne serait pas en soi contraire au droit international. Consternée, l'autorité palestinienne dénonce une décision abusive. Pour le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abouloudaïna, Washington n'est pas qualifié ou autorisé à annuler des dispositions du droit international et n'a pas non plus le droit de légaliser des colonies israéliennes. Une nouvelle décision spectaculaire en rupture profonde avec la tradition diplomatique américaine. L'Union européenne s'en peine. Toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et compromet la viabilité de la solution à deux États et les perspectives d'une paix durable. Pour appuyer sa décision, Trump a tenu à la présenter comme un retour à l'interprétation du président Ronald Reagan au début des années 80. Pour le chef de la diplomatie américaine, il n'y aura pas de solution judiciaire au conflit. Selon Mike Pompeo, les débats sur qui a raison et qui a tort au regard du droit international n'apporteront pas la paix. De son côté, l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Amin Ramzi Maqboul, a exprimé son indignation quant à la position de spectateur adoptée par la communauté internationale face aux agressions israéliennes dont sont victimes les enfants du peuple palestinien dans la bande de Gaza, affirmant que la résistance avait le droit, voire même l'obligation, d'y riposter. Et en réaction, l'État de Palestine a déclaré cette semaine que cette décision disqualifiait les États-Unis de toute participation au processus de paix. Les travaux de la 13e réunion des points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme se sont achevés mardi à Alger. Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité y a mis en avant le rôle pionnier de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Avec le directeur du CAERT, Esmaël Chelgui, a abordé l'impératif de doter cet organisme avec plus de moyens et l'obligation d'adapter la lutte antiterroriste en permanence en Afrique. Améliorer la coordination dans la lutte antiterroriste et analyser l'état actuel de ce fléau sur le continent, voilà les points fondamentaux évoqués lors de la 13e réunion des points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme ce lundi à Alger. Le défi, c'est le problème de capacité. Donc maintenant, on est en train de discuter comment le pays peut faire avec les partenaires pour avoir la capacité. Mais toujours l'exemple de Algérie, ça vient. Tout le monde voit comment Algérie a fait tout ça. Donc, il y a cet exemple-là. On est en train d'étudier comment on va faire. Mais la capacité, c'est le problème. On doit voir comment on va avoir le moyen. Chaque pays, avec le partenariat, peut faire ça. Le rôle exemplaire de l'Algérie dans la région en matière de lutte contre le terrorisme reste une référence saluée par les États membres africains et les partenaires internationaux. Une rencontre qui permettra de sortir avec des conclusions opérationnelles et de renforcer la paix et la sécurité des États africains. Nous connaissons l'expérience et l'expertise de l'Algérie dans ce domaine. Et je crois que c'est unanimement reconnu dans le continent, d'où l'intérêt et la présence massive de tous les points focaux aujourd'hui pour cette 13e session. Donc, qui devra passer en revue la situation dans tout le continent en la matière, procéder à des échanges d'expériences, à des leçons apprises et voir comment nous pouvons enrichir notre stratégie
celle de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme. Cette réunion offre aux participants une plateforme unique d'interaction, de partage d'informations et de coopération en matière de lutte contre le terrorisme. C'est un conflit larvé qui dure depuis plusieurs mois entre trois membres importants de la CEDEAO. Le Nigeria, le Bénin et le Niger ont annoncé la formation de patrouilles communes contre la contrebande. La question avait miné les relations entre ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest au point qu'Abuja eût été contrainte de fermer ses frontières et de rompre ainsi les échanges commerciaux avec ses voisins. C'est une nouvelle étape dans le renforcement de l'intégration économique en cours dans la CEDEAO. Et un premier signe d'apaisement de la part d'Abuja envers ses voisins, 3 mois après que le président Buhari ait décidé unilatéralement de fermer toutes les frontières terrestres de son pays. Le Nigeria, le Bénin et le Niger ont donc convenu de lutter ensemble contre la contrebande via des patrouilles mixtes, relançant par là même l'interactivité commerciale gelée depuis. Establishment of a joint border patrol team. Nous avons décidé de la création d'une équipe conjointe de patrouille composée des services de police, des douanes, de l'immigration, de la marine et de la sécurité de l'État des 3 pays. L'équipe de patrouille doit se mettre d'accord sur les modalités d'exécution de son opération et recommander une date pour l'ouverture des frontières. Les délégations du Bénin et du Niger ont demandé la réouverture immédiate des frontières nigérianes. En conclusion, les 3 pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'intégration économique. Avec l'aval du commissaire au commerce de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont donc décidé de la mise en place de ces patrouilles communes, incluant des forces de sécurité, la police, l'armée, la marine et les douanes, qui patrouilleront ensemble sous une force conjointe. Un comité de surveillance et d'évaluation réunira, lui, les 3 pays pour encourager l'éradication de biens de contrebande. Il veillera à promouvoir le commerce régional et mettre en place des sanctions contre la contrebande et le trafic d'êtres humains. La réunion a délibéré sur la multitude de défis auxquels sont confrontés les 3 pays, en particulier sur les questions de contrebande, de biens et services qui ne sont pas approuvés dans le cadre des protocoles du système de libéralisation du commerce de la CEDEAO. Le Nigeria a donc un peu gagné son pari en amenant ses voisins à la table des négociations. Le président nigérian souhaitait surtout mettre fin au trafic de riz et de pétrole de contrebande. La fermeture des frontières nigérianes avait surtout contrarié le Bénin, dont le ministre de l'Agriculture avait qualifié cette mesure de catastrophique pour son pays et allant à l'encontre de tous les traités commerciaux de la CEDEAO. En vrai, le Bénin profite depuis des décennies de l'importation illégale d'essence subventionnée qui a coûté des milliards de dollars au gouvernement nigérian. Le Nigeria, marché gigantesque de 190 millions d'habitants, avait déclaré que cette fermeture durerait le temps qu'il faudra pour amener ses voisins à discuter. La fermeture des frontières a engendré pour rappel une très forte inflation des prix de produits de base sur le marché au Nigeria, où tous les produits doivent être désormais importés via le port de Lagos. C'est un marché gigantesque qui fait vivre des dizaines de milliers de familles somaliennes. Le marché de la friperie où des vêtements usagés s'articulent dans une économie circulaire avec des milliers d'emplois à la clé, mais qui a par là même lourdement endetté les tisserands du pays et rendu désuets les costumes traditionnels en Somalie. À Lindi, le tissu traditionnel des Somaliens est en train de céder du fil face à la friperie occidentale. Les premiers visés, les jeunes, attirés par des modèles de vêtements plus tendance, ils optent de plus en plus pour des vêtements de seconde main et boudent ainsi les habits du pays. Niché dans l'un des quartiers de la capitale balnéaire de la Somalie, Nord et ses partenaires pourraient être les derniers tisserands du pays. Tissé à la main de couleurs vives, Alindi était pourtant préféré des Somaliens de tous âges et de tous les milieux. Je travaille dans ce métier depuis 40 ans. Je ne gagne pas beaucoup, pas plus de 2 $ par jour. Je ne sais pas quoi faire avec cet argent car il ne me suffit pas. J'ai des factures pour ma famille et si un de mes enfants arrivait à tomber malade, je ne pourrais même pas lui acheter de médicaments. Les vêtements neufs ou d'occasion, moins chers, constituent une industrie de plusieurs millions de dollars en Afrique. La plupart des vêtements et textiles proviennent d'Europe, de Chine et des États-Unis. L'industrie des vêtements usagés emploie plus de 350 000 personnes en Afrique de l'Est. La Somalie ne souffre pas seule. De nombreuses industries textiles de la région ont également arrêté leur production au cours des 30 dernières années.
Ces vêtements sont bien meilleurs que les vêtements importés car leur qualité est meilleure aussi. Ils ont été tissés à la main. Le marché n'est pas bon aujourd'hui. Je vais continuer à commercialiser des vêtements traditionnels et convaincre les gens qu'ils ne sont pas chers. La Somalie a bien tenté de taxer les importations et stimuler la production locale. Tous les pays comme elle se sont vus menacés par une réduction des activités de la part de pays occidentaux tels que les États-Unis. Nous avons décidé de prendre ce travail parce que nous étions au chômage. Je ne connais aucune autre profession. Je sais seulement tisser, mais il y a au moins du travail maintenant parce que des vêtements moins chers ont inondé le marché. L'insécurité en Somalie a aussi considérablement affaibli son économie avec le groupe terroriste Al-Shabaab qui sévit toujours pour renverser un gouvernement somalien soutenu par les Nations Unies, mais encore extrêmement vulnérable. Après le Malawi et le Ghana, le Kenya désormais autorise depuis septembre dernier un essai vaccinal antipaludique. Dans ces trois pays, plus de 300 000 enfants de moins de 2 ans devraient donc recevoir le vaccin chaque année. Une lueur d'espoir dans la région subsaharienne où la malaria tue près de 400 000 personnes tous les ans. C'est le fruit de 30 ans de travaux de recherche. Le Kenya devient le 3e pays d'Afrique à introduire le premier vaccin mondial contre le paludisme à son programme de vaccination systématique pour les enfants de moins de 2 ans, les plus vulnérables à la malaria, une maladie qui tue un enfant toutes les 2 minutes dans le monde. Au Kenya, le paludisme est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le vaccin a été lancé dans le comté occidental de Homa Bay, première étape du gouvernement vers la sensibilisation au nouveau vaccin. Notre direction stratégique actuelle en matière d'éradication du paludisme est de faire en sorte qu'au moins 80% des personnes vivant dans des zones à risque de paludisme aient accès à des interventions préventives appropriées. Cette stratégie impliquera la mise en œuvre soutenue des interventions existantes dont je viens de parler, mais aussi l'introduction de nouvelles interventions telles que l'introduction du vaccin anti-paludisme que nous sommes ici pour lancer aujourd'hui. Les pays africains, dont le Ghana et le Malawi, ont lancé leur propre programme pilote de vaccins plus tôt cette année. Le Kenya prévoit, lui, de distribuer le vaccin à 8 de ses 47 comtés au cours des 2 prochaines années. Selon les experts, le paludisme peut être éradiqué en une seule génération. Maintenant, je ne vais plus dépenser de l'argent à l'hôpital. Je suis contente de ce nouveau développement. Maintenant, mon enfant ne va plus être malade du paludisme. Je suis donc très heureuse. Le paludisme a infecté environ 219 millions de personnes en 2017, faisant près de 500 000 victimes, la grande majorité étant des bébés et des enfants vivant dans les régions les plus pauvres de l'Afrique. Le canal de Suez a 150 ans. L'Égypte a célébré sobrement l'événement cette semaine. Le canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée est aussi un trait d'union entre l'Europe et l'Asie et est surtout connu pour avoir souvent été au cœur des turbulences politiques du Moyen-Orient. Une voie maritime qui capte aujourd'hui plus de 10% du commerce international. Depuis son inauguration en 1969, le canal de Suez n'a cessé de se développer et de se moderniser, accompagnant les évolutions du commerce maritime. Il est aujourd'hui un carrefour incontournable des pétroliers géants de 240 000 tonnes. Des dimensions dont il ne pouvait rêver au commencement. Long de 164 km, le canal reliant le golfe de Suez à la Méditerranée atteignait à peine une profondeur de 8 mètres, permettant le passage de bateaux jusqu'à 5 000 tonnes et 22 pieds de tirant d'eau, ce qui constituait à l'époque l'essentiel de la flotte mondiale. Pendant son premier siècle d'existence, les normes de l'ouvrage s'imposent aux navires souhaitant le traverser. Ses dimensions commencent alors à évoluer peu à peu. Il double ainsi ses capacités dès 1887 en permettant la navigation de nuit. Mais à partir de 1950, le canal sous pression des armateurs va progressivement s'élargir, s'approfondir et s'allonger. Au moment de sa nationalisation par le président égyptien, le canal fait 175 km, est profond de 14 mètres et peut accueillir des bateaux de 30 000 tonnes. Un nouvel élargissement du canal inauguré en 2015 est censé doubler le trafic à une centaine de navires par jour à l'horizon 2023. Le canal de Suez, par où transite une grande partie du pétrole transporté par voie maritime,
lutte contre la concurrence de la route du Cap de Bonne-Espérance, car le canal réduit drastiquement les distances. C'est en 1956 que le président égyptien, tout juste élu, nationalise le canal de Suez. Son annonce est le prélude à une crise internationale qui voit 3 mois plus tard Israël, puis la France et la Grande-Bretagne attaquer l'Égypte. Ligne de front pendant les guerres israélo-arabes, le canal de Suez a été endommagé et fermé plusieurs fois, puis déminé et remis en état. Située en bordure du Sinaï, elle est ultra sécurisée sous le contrôle de l'armée égyptienne qui combat depuis 2013 une insurrection dans le nord de cette péninsule. Plutôt que de parler d'anniversaire, les autorités égyptiennes préfèrent aujourd'hui souligner les performances du canal. Dans une économie qui peine à se remettre de la crise engendrée par les années d'instabilité politique après la révolte de 2011, ces revenus sont donc les bienvenus. En août dernier, l'autorité du canal de Suez a annoncé qu'ils avaient atteint près de 6 milliards de dollars pour l'année budgétaire 2018-2019, soit une hausse de près de 6% par an. L'objectif étant d'atteindre plus de 13 milliards de dollars en 2023. Et pour terminer, nous allons à la rencontre en Afrique du Sud de Victor, moitié scientifique et moitié artiste, et qui à coups de crayon a ressuscité des espèces animales disparues depuis des lustres. Moitié scientifique et moitié artiste, ce Sud-Africain donne vie à coups de crayon à des espèces animales disparues depuis des lustres. Le paléo-art consiste à se servir de très vieux os et reconstituer sur papier ces animaux tels qu'ils étaient. Le paléo-art, c'est partir de ces os fossilisés et faire de notre mieux pour reconstituer l'aspect de ces animaux et insuffler de la vie. Le héros du jour, un rhoizukien, une bête pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de long, qui a essaimé sur la Terre il y a 200 millions d'années avant notre ère et se repaissait des premiers dinosaures herbivores. Ils ont disparu à la fin de l'ère Triassique pour laisser place aux dinosaures carnivores. On est en train de soumettre un article scientifique de 30 pages pour décrire ces animaux, et l'œuvre que Victor est en train de faire résume ces 30 pages en seulement un quart de page. Le squelette d'un lointain aïeul de nos crocodiles a été découvert en 2015 près de Rosendal, dans le centre de l'Afrique du Sud, dans un état de conservation rare, grâce à d'autres fossiles amassés ailleurs dans le pays. Vous savez, ces dinosaures carnivores ressemblaient plus à des oiseaux qu'autre chose. Et le grand public n'aime pas trop imaginer un vélociraptor comme un espèce de poulet tueur géant, que ça rebute un peu les gens. Mais les poposauridés et les rauisuchidés sont vraiment ceux à quoi les gens veulent que les dinosaures ressemblent. Un mélange de monstres, de crocodiles et de dinosaures. Ils ont l'air vraiment très cool et en plus ils n'ont pas de plumes. Près d'une soixantaine d'heures de travail au total, l'artiste avoue aimer composer des pointes de réalisme avec une note dramatique pour montrer ces animaux dans leur environnement naturel tout en soulignant leur intérêt scientifique. Et c'est la fin de votre magazine Afrique-Orient. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.